Je suis vraiment très heureux de recevoir Jean-François Colosimo, qui d'ailleurs a dans cette salle, parmi les intervenants, beaucoup de ses auteurs, parce que Jean-François, il faut le rappeler, est un très grand éditeur. Il a travaillé dans beaucoup de maisons d'édition et il a aujourd'hui la responsabilité des très belles éditions du Cerf, dont vous trouverez un certain nombre d'ouvrages, dont ceux de Jean-François, au fond de la salle, sur la table. Alors, la question précédente qui était posée dans la table ronde, et qui a été d'ailleurs esquissée, était celle du retour des empires. Et la question que nous allons aborder est celle de l'Occident, justement, face à ce retour des empires, à travers le titre du dernier ouvrage de Jean-François Colosimo, dont je rappelle qu'il est à la fois théologien, historien, philosophe. Donc, ça en fait un homme, j'allais dire, tout indiqué pour aborder cette question à laquelle il va s'efforcer de répondre. L'Occident est peut-être l'ennemi numéro un, mais l'ennemi numéro un de qui? C'est une question qu'il faut se poser. Et quelle est la cartographie aussi des ennemis de l'Occident? Je vous demande de l'applaudir. Merci, je suis heureux d'être ici à Saint-Raphaël et j'espère que mon ami Arnaud Benedetti me survivra parce que je crois qu'il est engagé pour mon panégyrique. Voilà, on ne l'a pas vu venir. Et puis d'un coup, c'est arrivé et on n'a pas cru nos yeux. Nous vivons aujourd'hui un sidérant basculement de l'axe du monde. On parle de retour des empires, on parle de retour du religieux, on va essayer de voir ensemble ce que ces termes peuvent vouloir dire, mais ce qu'il y a d'évident, ce que nous avons compris, c'est que l'ère de la globalisation, cette ère de la globalisation qu'on nous avait promise comme le dernier horizon utopique en quelque sorte, que cette ère de la globalisation, c'est surtout l'ère de la fracturation. Alors, toutes les théories qui ont pu être émises après la chute du mur de Berlin, fin de l'histoire, choc des civilisations, hyperpuissance américaine, multilatéralisme planétaire, toutes ces théories, en fait, nous voyons qu'aucune d'entre elles ne fonctionne véritablement et que toutes ces prophéties géopolitiques sont démenties aujourd'hui par une impression forte qui est en fait celle du chaos, celle d'une accélération de ce chaos. Et en fait, nous qui avons peut-être rêvé de paix universelle, nous nous réveillons plongés en fait dans le cauchemar de l'hostilité perpétuelle et tout azimut. C'est parce que je crois que nous peinons à comprendre ces deux phénomènes que nous nommons encore une fois communément retour des empires, retour du religieux. Et du coup, nous nous sentons désarmés face aux autocratures, face aux régimes autoritaires. Certains sont encore totalitaires, comme la Chine par exemple, qui nous désignent tout simplement comme l'ennemi de l'humanité. Alors, ces ennemis, ou ces gens qui nous déclarent leurs ennemis, ils sont principalement 5, n'est-ce pas? Ce sont le Russe Vladimir Poutine, le Turc Recep Tayyip Erdogan, l'Iranien Ali Khamenei, le Chinois Xi Jinping et l'Indien Narendra Modi. Ce qu'il y a pour moi d'intéressant dans ces puissances qui s'affirment contre l'ordre ancien, c'est que tous les 5 ont en commun de nier le droit international hors de leurs frontières, de nier le droit humain dans leurs frontières. Tous les 5 fabriquent des fictions identitaires, des uchronies religieuses, des utopies impériales, et tous les 5 alimentent, bien sûr à des niveaux différents, un bellicisme fiévreux
pour se projeter dans des avenirs de conquête qu'ils définissent d'ailleurs comme des réparations des humiliations subies au cours de l'histoire. Et subies de qui? De nous. Donc de réunion en sommet, ils ne cessent conjointement d'appeler à une refonte de l'ordre mondial et donc d'accuser ce qu'ils nomment l'Occident d'être une sorte de Satan hypocrite, prédateur, corrupteur, décadent, deux poids, deux mesures. Et cet Occident, finalement, dispenserait une sorte d'universalisme humaniste simplement pour assurer son hégémonie. Alors ils veulent l'abattre, évidemment, cette hydre malfaisante, n'est-ce pas? Et ils veulent l'abattre pour s'emparer de sa suprématie, bien sûr. Leurs finalités sont concurrentes, ce sont des rivaux. Leurs finalités concurrentes feront demain d'eux des adversaires, mais pour l'instant, leurs luttes sont convergentes. Ce sont des alliés objectifs dans la désignation de cet ennemi commun que nous serions d'après eux. Alors, leur unité momentanée provient de leur destin passé commun depuis 5 siècles. Il y a 5 siècles de cela, vous voyez, l'Europe, qui est au bout de cet immense continent qui est l'Eurasie, qui est le Finistère, en fait, de l'Eurasie, n'est-ce pas? L'Europe sort de son terroir, part à la conquête du monde. Elle a réalisé, en fait, une forme de système fondé sur la raison, la technique, la notion de progrès, bien sûr, qui fait qu'elle va imposer sa vision du monde à ces empires, grands empires orientaux qui se sentent menacés, l'empire tsariste, l'empire ottoman, l'empire persan, l'empire Qing, l'empire moghol, c'est-à-dire les empires je dirais, qui ont précédé Poutine, Erdogan, Khamenei, Xi Jinping, Modi. Ces empires, face à cette pression, se sentent obligés de moderniser. Moderniser, ça veut dire s'européaniser, n'est-ce pas? Et en fait, à partir du XVIIIe siècle, il va y avoir une alternance de réformes et de réactions dans ces empires qui vont adopter en fait tous les modèles européens. L'armée, l'université, l'administration, avec plus ou moins de succès. En fait, ces grands projets de réforme aboutissent dans ces anciens empires à des systèmes totalement hybrides, parce que dans ces empires, on veut tout réformer, sauf une chose, la conception divinisée du pouvoir. Et donc, de ce point de vue-là, les réformes menées, on les appelle Tanzimat dans l'Empire ottoman, Veliki, réformi dans l'Empire russe, n'est-ce pas? La grande restructuration dans l'Empire chinois, etc., aboutissent à créer quoi? À créer dans les populations de l'anarchie et du ressentiment, puisqu'en fait ces grandes réformes provoquent un déracinement complet et une forme de schizophrénie à la fin culturelle, puisque dans les grands centres urbains qui enflent sous le poids de l'industrialisation, ces gens déracinés vont réinventer une forme, en fait, d'identité, je dirais, idéale, identité idéale que l'on voit ressortir aujourd'hui comme s'il fallait supprimer tous ces siècles d'histoire. En fait, cette schizophrénie de civilisation dans laquelle plongent ces empires créent leur rupture, et ces empires, après 1918, s'effondrent tous. L'empire tsariste, d'abord. L'empire ottoman, l'empire persan, l'empire Qing. L'Inde, c'est différent. Elle a été absorbée comme le Raj britannique. Elle est une colonie, en fait, de la couronne impériale britannique depuis longtemps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les plus occidentalisés, n'est-ce pas, ne sont pas les souverains et leurs cours. Les plus occidentalisés, les deux avant-gardes de l'occidentalisation, ce sont d'une part dans ces pays-là, dans ces empires, d'une part les militaires, parce qu'on les met en contact avec les militaires européens,
et d'autre part les universitaires, les intellectuels, parce qu'on les envoie aussi étudier dans les universités européennes. Le problème qu'ils ont, c'est qu'avec le respect qui est dû aux militaires, c'est que ces militaires-là, qui vont devenir plutôt hyper-nationalistes, vont se faire la conception de la vie politique qui est celle d'une caserne. Et pour ce qui est des intellectuels qui se retrouvent en prison, où ils vont frayer d'ailleurs les droits communs qu'ils vont ensuite utiliser pour leur révolution, n'est-ce pas? Et les criminels de sang en premier lieu, vous voyez, Poutine n'a rien inventé. Eh bien, ceux-là, leur modèle de société, ça va être la prison. Ce qui explique les dérives autoritaires que vont connaître tous ces empires qui, s'effondrant, mutent. L'Empire ottoman disparaît. Il y a un pays nouveau, ça s'appelle la Turquie. La Turquie a à sa tête un militaire, Mustafa Kemal Atatürk, qui va réformer ce monde ottoman en toute vitesse, en transformant complètement un peuple qui devient en quelque sorte le cobaye d'une mutation occidentaliste. Ça, c'est la veine nationaliste. Un autre militaire est dans cette veine nationaliste. Évidemment, ce n'est pas Pahlavi, le père du dernier shah d'Iran, qui est en fait un général de Cosaques, prend le pouvoir, chasse les Qadjars, fin de l'Empire persan. On crée un pays, on va chercher un nom, l'Iran. Et là, nous sommes sur des modèles nationaux, n'est-ce pas? Et puis l'autre grand modèle, évidemment, c'est Lénine et Mao. C'est le modèle communiste. Et ces empires vont donc subir des mutations forcées totalement occidentales, en fait, dans leur représentation. Quant à l'Inde, c'est Nehru qui compte, c'est pas Gandhi. Et Nehru, bah, c'est simple, il commence socialiste et il finit nationaliste, on va dire. En tout cas, il commence un peu pro-soviétique et il devient vite pro-américain. En fait, avec ces gens-là, qui décrètent différemment, soit par rapport à l'idéal de la nation, soit par rapport à l'idéal de la révolution, mais la nation est une forme de révolution pour ces empires aussi. Ces gens-là, qu'est-ce qui se passe? Ben, avec eux, la formule n'est pas de moi, elle est d'André Malraux. Avec eux, c'est l'Occident qui triomphe. Avec Lénine et Staline, c'est l'Occident qui triomphe à Moscou. Avec Mao, c'est l'Occident qui triomphe à Pékin. Avec Pahlavi et Kemal, c'est l'Occident et Nehru qui triomphent en Turquie, en Iran, en Inde. Partout, à des degrés différents, est décrété l'an zéro. Il faut abolir le passé, parce que c'est ce passé, n'est-ce pas? Ce passé médiéval, ce passé sacralisé, ce passé religieux, ce passé hiérarchisé, qui a empêché, en fait, d'être à la hauteur de cette Europe qui bientôt ne va plus exister elle-même après 1918. Ce sont les États-Unis qui vont prendre le relais de cet Occident qui maîtrise tout. Pour le rattraper, il faut s'annihiler, il faut s'amputer, il faut se détruire. Alors partout, évidemment, à des degrés divers, mais partout, ben, on y va, n'est-ce pas? On va au carton. J'allais dire, rééducation du peuple, démiurgie industrielle, élimination des dissidences, bouclage des opposants, catéchisme national ou catéchisme national révolutionnaire, etc., etc., etc. On endosse le culte du progrès, mais de la même façon que les empires orientaux au XIXe siècle voulaient tout de la modernité, sauf finalement l'interrogation politique, au XXe siècle, en fait, on prend le progrès, on se veut occidental, l'égal des Occidentaux, et on perd la seule véritable force de l'Europe, qui a eu sa part d'ombre et de lumière dans son histoire, et qui est en fait le retour autocritique sur soi. Alors, on a affaire à des laboratoires de l'humanité nouvelle. Évidemment, la faillite est abyssale. À des degrés divers, enfin bon, finalement, en Turquie, en Iran,
On connaît des révolutions vertes, blanches, etc. C'est un peu moins meurtrier que le grand bond en avant, par exemple. Mais malgré tout, ce sont des sociétés qui sont congelées, en quelque sorte, sur un programme idéologique et qui s'asphyxie. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a une faillite, parce qu'à des degrés différents, Atatürk, Pahlavi, Nehru, Staline, Mao et leurs successeurs immédiats, qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est là où il y a un grand aveuglement français, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait de la religion comme on n'avait jamais fait sur Terre. La religion, elle ne revient pas, mes amis, parce qu'elle ne nous a jamais quittés. Nous l'avons d'ailleurs réinventé ici en France. Robespierre, le culte de l'être suprême. Robespierre déteste les athées. Il pense que l'athéisme, c'est un truc de libertin décadent, bon pour les aristocrates type Sade. Lui, il a besoin de gens qui vont mourir aux frontières. C'est pour ça qu'il fait inscrire la promesse de l'immortalité sur les frontons des mairies. Ça, c'est le vrai Robespierre, pas celui de Jean-Luc Mélenchon. Le nazisme, ce paganisme qui en est arrivé, a restauré le sacrifice humain. Et ne parlons pas de l'URSS, n'est-ce pas, hein, avec les papes, Lénine, Staline, le grand hérétique, l'hérésiarque en chef, Trotsky, à l'évangile que représente le manifeste du parti, traduit dans toutes les langues, les missionnaires du Comintern, et évidemment les icônes de Lénine enfant, comme Jésus enfant, de Staline, père des peuples, montant dans le ciel, comme le Père céleste, et pour finir, quand même, un truc auquel, je veux dire, aucune religion sensée n'aurait pensé, le cadavre du fondateur, embaumé pour l'éternité, et offert dans la nouvelle Jérusalem, qu'est la Moscou des soviets, à la dévotion de tous les camarades athées venus du monde entier. En fait, je dirais la religion, c'est un peu comme la plomberie. Il vaut mieux s'adresser à des professionnels. Ah, pourquoi? Parce que leur erreur à tous, ça a été de vouloir instaurer, faire descendre le ciel sur terre et instaurer le paradis sur terre. Alors les paradis étaient très différents, évidemment. Il y avait le paradis universel que proposait le communisme, mais la restauration du Turc conquérant, l'Iranien nouveau, tous ces cultes de l'homme nouveau, qui d'ailleurs était un homme et rarement une femme, eh bien ces cultes ont commis une erreur qu'aucune religion sensée ne commettrait. C'est de donner une échéance, de dire ça va bientôt arriver. Et bien voilà, au bout d'un moment, ça n'arrive pas. Et donc, vous devez bien compter que dans le problème de la croyance en Europe aujourd'hui, vous avez un problème majeur, c'est la faillite de la croyance communiste. Chez tous ceux qui ont été des camarades et qui ont appris à être parfaitement désillusionnés. Tu vois, on parle de la déchristianisation de l'Europe, mais la décommunisation des esprits en Europe a été plus fatale pour l'idée de croyance que le christianisme lui-même. Donc, leurs héritiers qui arrivent maintenant, eux, ils ont compris que tout était bon dans le programme de leurs prédécesseurs. L'apologie de la race, l'apologie de la nation, l'apologie du peuple, les camps, les répressions, les polices secrètes, mais que, en fait, leurs prédécesseurs avaient fait une erreur funeste de bricoler des religions complètement un peu absurdes, alors qu'il fallait simplement retourner là, dans le musée, dans le dernier cagibi du musée, ressortir les derniers hiérarques religieux qu'on n'avait pas encore exterminés et leur dire que ça y est, on les remettait en selle. À condition, évidemment, qu'ils adoptent comme culte la force. Et donc, ce renversement, il se traduit d'une manière très simple. Vous voyez que Poutine restaure les cathédrales et les monastères
que dynamiter les tchéquistes dont il est issu, ou les KGBistes, si vous préférez, ou les guébistes. Erdogan rétablit le culte musulman dans Sainte-Sophie, dont Atatürk avait fait un musée. Vous voyez, on reviendra pourquoi il en a fait un musée, ce n'était pas pour de bonnes raisons, mais Xi Jinping ne cesse de citer Confucius, il ne cite plus du tout Marx, il cite Confucius, dont son père, garde rouge, brûlait religieusement les écrits. Quant à Narendra Modi, c'est la théorie de l'Hindutva, il ne faut plus qu'il y ait que des hindous en Inde, et il faut massacrer tout ce qui n'est pas hindou, musulmans bien sûr, mais aussi chrétiens, juifs, occidentalistes, agnostiques, puisque Modi veut réhindouiser les Indiens comme les islamistes veulent réislamiser les musulmans, avec un programme politique. Donc, ils ont trouvé le feu sacré. Là, ils ont trouvé le feu sacré, ils l'ont retrouvé, le vrai feu sacré. À savoir que, contrairement à ce qu'on pense aussi en France, la religion, ce n'est pas le sentiment personnel. La religion, ce n'est pas la dévotion du club auquel on appartient. La religion, c'est l'inconscient du politique. C'est ce qui fait qu'une communauté humaine vit à partir d'invisibles. Et donc, en fait, ces néo-dictateurs, ces néo-tyrans ont fait une OPA sur les valeurs invisibles. C'est ça qui se passe. Pourquoi? Parce qu'une religion, on peut en faire une arme tout à fait redoutable. Une religion, a priori, c'est exclusif. J'ai la vérité et tous les autres sont dans l'erreur. Une religion, c'est inclusif. Pas vous en êtes ou vous n'en êtes pas. Et pour en être, il faut que vous adoptiez les rites, le calendrier. Si vous voulez formater un pays, il n'y a rien de mieux qu'une religion. Et enfin, surtout, une religion, ça maximalise le sacrifice, n'est-ce pas? Vous l'avez bien vu avec les terroristes de Daesh, n'est-ce pas? Posant la question, et vous, vous êtes prêts à mourir pourquoi? Parce que nous, on est bien contents de mourir parce qu'on va rejoindre le paradis d'Allah. Donc, ces empires ne font pas la religion. Le patriarche Kirill de Moscou, apostat devant l'Éternel, ne représente en rien l'orthodoxie. N'est-ce pas? D'abord, c'est un membre du KGB, c'est un oligarque, il a fait sa carrière là-dedans. Mais surtout, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il accepte que l'expérience religieuse de la Russie aujourd'hui soit clonée sur l'expérience totalitaire du stalinisme. Lequel stalinisme a été à deux doigts de détruire l'Église. Donc, voilà. Alors ça, c'est un premier problème. J'espère qu'on a vu. On va se dépêcher parce qu'il nous reste très peu de temps. Ensuite, évidemment, alors eux se définissent comme, n'est-ce pas, le Sud global. Bon, les Russes ont arrêté parce que Sud global, parler du Sud global avec de la neige en permanence derrière à l'écran, c'était un peu compliqué, donc ils préfèrent parler de majorité mondiale. Et ils nous définissent comme l'Occident. Alors là, je vais vous faire une révélation, parce que certains d'entre vous sont très attachés à ce terme. Il n'y a pas de terme plus creux que celui-là. Et je vais vous le démontrer. Bon, d'abord, je ne sais pas si vous aimez l'étymologie, mais Occident, ça veut dire mourir. Hein, c'est l'endroit où le soleil disparaît, où commence la nuit. N'est-ce pas? Au XVIIe siècle, quand quelqu'un était en agonie, on disait « il est entré dans son Occident ». Bon, peut-être qu'on ne va pas revendiquer l'agonie. On se sent déjà assez à l'agonie comme ça, n'est-ce pas? Bon, et au fond, c'est une notion géographique mobile, parce qu'on est toujours l'occidental de quelqu'un et l'oriental d'un autre, tout simplement. Et en plus, c'est un terme qui n'a jamais été utilisé dans l'histoire de l'Europe, sauf très tardivement. Les Grecs parlaient de l'œcumène, ïkouméné, d'où vient économie, écologie. C'était l'œcumène, c'était le monde. Les Romains parlaient de la romanitas. Dans
l'Europe médiévale, on parlait de la Christianitas, la chrétienté, qui est un mot très mal employé, parce que les gens confondent christianisme et chrétienté. La chrétienté, c'est un moment de l'histoire du christianisme, c'est ce moment médiéval latin, avant la Réforme. Ensuite, on a eu l'Europe des Lumières. Bon, on n'a jamais entendu parler d'Occident. Le mot Occident, on commence à en parler, vous savez quand? On commence à en parler, en fait, à partir d'à peu près 1918, pour dire, faut-il sauver l'Occident? L'Occident va-t-il mourir? Qu'est-ce que l'Occident? C'est une question vraiment véritablement vague. Le déclin de l'Occident, Spengler. Et donc, c'est vraiment une notion très tardive. Et en plus, ce n'est pas une notion qui a grand sens, parce qu'on va dire l'Occident serait gréco-latin. Oui, alors là, vous avez un problème, c'est que dans ce cas-là, vous n'êtes pas des Occidentaux, parce que Aristote a été complètement perdu en Europe jusqu'au XIIe siècle, et Platon jusqu'au XVe. Donc, dans ce cas-là, vous seriez des Occidentaux très récents. Voilà. Ensuite, on va dire, ah oui, c'est le monde judéo-chrétien. Bon, il faudrait quand même demander aux Juifs ce qu'ils en pensent, après quelques siècles de Ghetto, de Rouel, d'autodafé du Talmud, etc., si vraiment on a été dans une relation si symbiotique au point qu'on pourrait se qualifier aujourd'hui de judéo-chrétien. N'est-ce pas? Après, on peut dire c'est les Lumières. Ouais, mais alors il va falloir rayer de la comptabilité la Shoah, le Goulag et quelques autres horreurs. Donc oui, c'est une notion qui ne tient pas, c'est un mot valise, et en plus, pour aller très vite, si on veut véritablement voir, on va dire oui, alors c'est le monde libéral, démocratie, alternance, égalité des droits, mais dans ce cas-là, si vous faites ça, pourquoi vous ne pensez jamais à mettre le Brésil ou l'Argentine dans l'Occident? Et vous n'y pensez pas. Le mot Occident, depuis 1945, n'a qu'un terme, n'a qu'une signification stricte, c'est l'Alliance Atlantique. C'est l'OTAN. C'est tout. C'est le seul sens clair qu'on puisse donner à ce mot, historiquement. Alors là, vient un problème. Et j'ai presque fini, parce que le temps presse. Et que je ne vais pas empêcher le général de s'adresser à vous, pour qui j'ai beaucoup d'amitié, d'estime et de respect. Cette alliance transatlantique, elle est faussée sur un point. La bascule du monde, c'est 1918. En 1918, il y a plus de soldats américains sur le sol français que de soldats français. Alors quand je dis ça, tout le monde ouvre de grands yeux et ne croit pas. Allez vérifier. En 6 mois, l'Amérique, les États-Unis ont apporté plus de soldats sur notre territoire que nous n'avions de soldats. C'est la bascule. Alors, le problème, c'est que cette alliance transatlantique, c'est une alliance dissymétrique. C'est les États-Unis qui prennent la place de l'Europe, d'ailleurs avec de gros contentieux sur l'histoire européenne qui caractérisent la naissance des États-Unis. Et en fait, ce que nous ne voyons pas du tout, c'est qu'en fait, tout le problème, c'est la genèse symbolique des États-Unis, qui s'est édifiée, cette genèse symbolique des États-Unis, exactement à l'inverse de la conscience européenne. Nous, depuis l'Iliade, nous savons qu'en fait, nous sommes toujours, malgré tout, l'Iliade qui, au fond, je vous le dis en passant, un peu barbant avec ses duels et ses batailles qui ne cessent de se répéter, n'est-ce pas? Même si c'est évidemment un livre fondateur. Dans l'Iliade, nous apprenons quoi? Que si on ne met pas un peu de compassion dans la guerre devient abominable et nous sombrons dans l'inhumanité. La leçon de l'Europe, c'est qu'il est facile de devenir inhumain et qu'il faut faire des efforts pour ne pas le devenir. Mais le mythe américain, c'est pas ça. Le mythe américain, c'est en fait que Dieu a réservé, n'est-ce pas, une terre vierge, bon, elle n'est pas dans les faits, mais bon, il imagine vierge, à ces exclus de l'ancien monde, ces exclus de la Babylone que forment la papauté, les monarchies catholiques, mais aussi les monarchies protestantes, qui ne veulent pas de qui? De ces puritains qu'on expulse vers le Nouveau Monde. Pourquoi? Ben parce que les puritains au XVIIIe siècle, ce sont un peu des talibans. Et donc l'Amérique va se doter d'un mythe fondateur qui est le mythe de la domination innocente. Excite les Indiens, excite les Afro-Américains esclavagistes, excite tout cela, excite la conquête de l'Ouest. Nous sommes bienvenus dans l'empire du bien, voulu
par Dieu, prédestinée. Et cette Amérique va se constituer sur le modèle, en fait, de l'Empire romain, en se dotant d'une religion civile. La religion civile, j'en ai assez parlé depuis 20 ans, tout est clair. L'hymne commence par le nom de Dieu est sur la monnaie, le président prête serment sur la Bible, le Capitole ressemble à un temple. Ce sont des prières qui, chaque jour, ouvrent les débats parlementaires. Thanksgiving, on ne sait pas si c'est une fête civile ou une fête religieuse. Et puis, si jamais vous vous rendez aux États-Unis, allez voir le culte dans les cimetières militaires. C'est un véritable culte. Ce sont des sanctuaires de la nation ou de la fédération. Et donc, nous n'avons pas de religion civile, le drapeau, etc. Et en fait, la Constitution des États-Unis d'Amérique, elle est construite sur la même charpente théologico-politique, politico-religieuse, que celle que revendiquent les néo-empires. Et qui plus est, ce qu'on a vu, c'est que l'Amérique, qui a imposé depuis 1945 son ordre libéral au monde, parce que cet ordre libéral, d'abord, lui assurait son hégémonie sur la moitié du monde, et à partir de 1989 sur l'entièreté du monde, l'Amérique a fini par trouver que cet ordre libéral qu'elle avait créé avec toutes ces organisations supranationales, l'ONU, l'OMS, la FAO, l'OMC, finissait par jouer en sa défaveur. Et moi, je vous dis, en dehors de son côté carnavalesque, à Donald Trump, il faut le prendre au sérieux parce qu'il est en fait l'indice d'un passage d'une Amérique qui ne veut plus de l'ordre libéral qu'elle a instauré parce que cet ordre ne lui sert plus son hégémonie qui est désormais violemment contestée par ces nouveaux empires, et que l'Amérique, comme dès les pères fondateurs, elle s'était réservé cette possibilité, pères fondateurs qui lisaient les auteurs politiques de la Rome antique, l'Amérique est en train de passer d'une république impériale à un empire césarien. En tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que désormais, elle nous a fait savoir que nous étions seuls. Avec la guerre à nos portes, dans ces deux Orients, que sont l'Est slave et le Levant. Et voilà où nous en sommes. Alors évidemment, les empires n'ont pas cessé de se battre, ces empires. La Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, l'Inde n'ont pas cessé de se battre. Vous avez vu que même encore récemment, l'Inde et la Chine ont eu un peu de mal à ne pas y aller franco de port, n'est-ce pas? Et donc, à la fin, vraisemblablement, il y aura de tels affrontements entre ces empires qu'il y aura une forme de neutralisation réciproque et que vraisemblablement, nous entrons dans un monde pluriverse où il n'y aura plus, en fait, ni multilatéralité, ni unilatéralité, mais des flottements de blocs. En tout cas, ce qui les unit pour l'instant, c'est la haine qu'ils nous portent. Ils réagissent tout à fait comme les théoriciens de l'islamisme, à savoir que l'Amérique, c'est loin, puis c'est dur. Mais il y a un ventre mou qui s'appelle l'Europe. Et donc, c'est là où nous nous réveillons et nous comprenons qu'il nous faut réarmer, puisqu'en fait, il n'y a pas de troisième guerre mondiale à redouter. Nous sommes d'ores et déjà entrés dans la première guerre mondialisée. Et donc, il nous faut réarmer. Et nous découvrons que nous n'avons pas manqué simplement d'une politique d'armement militaire. Nous avons aussi manqué d'une politique d'armement spirituel, moral, politique. Et c'est là où nous en sommes. Alors, est-ce qu'il y a un point d'espoir là-dedans? Puisque je pourrais être comme Woody Allen, vous disant, comme je n'ai pas de message d'espoir à vous délivrer ce soir, est-ce que 2 messages de désespoir pourront faire l'affaire? Oui, il y a un espoir. Cet espoir, par exemple, on pourrait parler des Ukrainiens, on pourrait parler des Kurdes,
On pourrait parler des Daïtes, on pourrait parler des Ouïghours, qui sont tous des gens qui souffrent, n'est-ce pas, infiniment de cela, de cette situation de retour de l'autocratie, du culte de la force affirmée et violent. D'ailleurs, ces autocrates ne se cachent même plus pour dire c'est comme ça. Même les soviétiques disaient on est désolé, on n'a pas compris, on ne va pas plus le faire. Mais je prendrai l'exemple des femmes de Téhéran. Les femmes de Téhéran, elles manifestent. Elles ne manifestent pas pour devenir des Californiennes. Elles manifestent pour être respectées dans leurs droits, dans leur identité, n'est-ce pas? Et tous les jours, elles sortent face à de véritables brutes barbares. Et elles n'ont pas peur. Donc, n'ayons pas peur. Merci.